un manoir assoupi, un feu qui crépite, un chat qui regarde sans juger. Ce soir, les silences pèsent au plus lourd que les mots, et les souvenirs attendent d'être réveillés. Chaque détail compte, chaque geste a sa vérité. Ici, même un soupir peut être un indice. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire? Et quelle heure est-il chez toi? Prête, entrons dans l'histoire. Ce matin-là, le soleil filtrait doucement à travers les rideaux de notre salon de Londres, et je savourais un rare moment de quiétude, confortablement installé à ma place favorite, une tasse de thé chaud à portée de main et une tartine de marmelade à moitié entamée. Le Daily Telegraph, ouvert devant moi. Je m'apprêtais à commenter une chronique particulièrement acide sur les affaires intérieures, lorsqu'un détail attira mon regard. Une enveloppe de teinte ivoire, posée sur le coin de la table, là où Poirot avait l'habitude de laisser les correspondances, indignes de ses cellules grises. Curieux, je la pris du bout des doigts. L'écriture nerveuse, ancrée à la hâte, portait mon nom, souligné 2 fois. Un télégramme. Mon cœur battit un peu plus vite. Ces messages recèlent rarement de bonnes nouvelles. Je décachetai le pli. Capitaine Hastings, urgent. Charles Lemoine, trouvé mort dans salon fermé. Seul Minos, présent. Police locale, inefficace. Supplie et Poirot de venir. Mathilde Lemoine. Je levai les yeux vers mon vieil ami. Il n'avait pas encore lu le message, mais déjà ses prunelles grises luisaient d'une lueur que je connaissais trop bien. « Mathilde Lemoine » murmura Poirot en joignant les doigts sous son menton. « Voilà un nom que je n'ai point entendu depuis 20 ans, mon ami. Oui, oui, c'est intéressant. Je demeurais interdit, peinant à associer ce prénom à une quelconque figure de notre passé. Poirot, lui, semblait déjà dériver dans ses souvenirs. Une femme très intelligente, poursuivit-il, autrefois épouse d'un certain diplomate français aux mœurs, disons, malléables, et la sœur d'une certaine Madeleine, un prénom que l'on n'évoquait qu'à voix basse dans certains salons de Genève. Son regard se perdit un instant dans les plis du rideau. Il y avait là, dans ce nom, une blessure ancienne, ou peut-être simplement un souvenir inachevé. Cela suffisait à éveiller la vigilance de Poirot. Et cela suffisait amplement pour qu'il décide de ne pas l'ignorer. Il reprit le télégramme et le relut à voix haute, lentement, en détachant chaque mot, comme s'il les testait sur sa langue. Trouvé mort dans salon fermé. Seul Minos présent. Il fronça les sourcils. Ce n'était pas tant la mort en elle-même qui le troublait. Hélas, celle-ci est une compagne fréquente dans nos affaires, mais bien sa mise en scène, une pièce close, un corps, et pour tout témoin, un chat. Je sentis son esprit déjà s'agiter. Un salon verrouillé de l'intérieur. C'était un défi. Et Poirot aimait les défis, surtout lorsque les apparences s'acharnaient à les rendre impossibles. « Hastings, dit-il en se levant, nous sommes appelés là où le silence s'est fait complice, et cela, vous le savez, est un indice que je ne saurais ignorer. » Je relus le passage à voix haute, presque incrédule. Seul Minos présent. « Minos ?» répéta Poirot, la tête légèrement penchée. « Le chat, apparemment, dis-je. Sans doute leur animal de compagnie. » Il hocha lentement la tête, les sourcils levés. Voilà qui est digne d'intérêt. Un chat qui ne miaule pas, ne fuit pas, ne signale rien. Il demeure auprès du corps et ne dit mot. Voilà un témoin d'un genre particulier, mon cher Hastings. Parfois, les yeux qui voient tout sont ceux que l'on ignore. Je me ris d'un sourire. Vous n'allez tout de même pas interroger un félin, Poirot. Ne vous moquez pas. Les chats, comme les femmes, observent davantage qu'ils ne parlent. Cela les rend très utiles, quand on sait regarder au bon endroit.
Il avait cessé de bouger. Sa silhouette, debout, au milieu du tapis oriental, semblait suspendue entre deux décisions. Puis dans un murmure, presque pour lui-même, « Il y a dans ce télégramme une fausse simplicité, Hastings, la police locale jugée incompétente, une femme qui supplie, une pièce close, un nom oublié depuis trop longtemps, et un chat. Je me tue. » Je savais reconnaître, à la crispation légère de sa mâchoire, au redressement précis de sa posture, que l'affaire était déjà acceptée. « Faites les valises, mon ami, » dit-il calmement. « Il nous faut partir dès ce soir. Le crépuscule, vous savez, est l'heure où les secrets se remettent à respirer. » Je n'ajoutai rien. Et pourtant, quelque chose, dans l'air de cette matinée, s'était déjà refroidi. Le train qui nous emmenait vers la campagne anglaise avançait à une lenteur presque cérémonieuse, comme s'il devinait qu'il portait en ses wagons bien plus que 2 voyageurs ordinaires. Poirot, installé face à moi, fixait le paysage qui défilait dans une brume déjà tombante. Il n'avait pas parlé depuis plusieurs minutes. Ce silence, chez lui, n'annonçait jamais rien d'anodin. Je tentais de relancer la conversation. « Vous pensez réellement que ce chat... »« Ce n'est pas le chat, Hastings, qui m'intéresse, » répondit-il sans détourner les yeux. « C'est le silence autour du chat et l'absence de panique. Une bête sent la mort, mais elle ne s'installe pas auprès de n'importe quel cadavre. Elle choisit. Et cela, c'est déjà une réponse. » Je frémis légèrement. Le crépuscule alourdissait le paysage, et le manoir que nous allions visiter, celui des Lemoine, me semblait, sans que je le voie non encore, chargé d'un poids ancien. Cette affaire, Hastings, me donnera du fil à retordre, je le sens. Il n'est pas bon que les morts soient trop calmes, ni les vivants trop dociles. Et il replongea dans le silence. Lorsque nous descendîmes du fiacre, la brume avait déjà avalé une partie du paysage. Le manoir des Lemoine se découpait, massif et silencieux, au milieu d'un parc que l'automne avait terni. Il n'y avait pas un souffle de vent, pas un oiseau, pas même le cri d'un chien errant. Je ressentis, comme cela m'arrivait souvent dans les enquêtes de mon ami, une sensation indéfinissable de poids invisible, non pas de peur, non, mais de quelque chose de suspendu. Poirot, quant à lui, ne ralentit pas d'un pas. Il gravit les marches avec une détermination feutrée, ses souliers impeccables faisant à peine crisser le gravier. Il s'arrêta une seconde sur le seuil, leva légèrement le menton, puis sonna. « Le crime ne fait pas de bruit, Hastings, » dit-il doucement, « mais ses conséquences résonnent dans les murs. » La porte s'ouvrit presque aussitôt, et une silhouette féminine apparut. Je vis ses mains trembler avant même d'apercevoir son visage. Mathilde Lemoine avait l'air d'un spectre. Son teint, jadis certainement lumineux, était devenu cireux. Ses cheveux gris étaient attachés en un chignon serré, mais des mèches s'étaient échappées, témoignant d'une nuit sans sommeil. « Monsieur Poirot » murmura-t-elle, la voix à peine plus qu'un souffle. « Merci d'être venu. » Elle nous précéda sans un mot, ses pas pressés résonnant sur le parquet ciré du vestibule. J'eus le temps d'apercevoir quelques portraits austères et une console ancienne, mais l'instant ne se prêtait pas à la contemplation. « Il est là, » dit-elle en désignant une double porte. « Nous n'avons touché à rien. Même la police locale. Ils n'ont rien voulu déranger sans votre accord. » Poirot hocha la tête sans un mot et posa la main sur la poignée. Le salon était vaste, baigné d'une lumière grise que la brume rendait presque irréelle. Une odeur subtile de cire, de feu éteint et de vieille lavande flottait dans l'air. Et au centre, sur un fauteuil capitonné, le corps de Charles Lemoine. Il était assis,
légèrement affaissé, les mains croisées sur les genoux, la tête penchée vers l'épaule gauche. Ses traits ne reflétaient ni douleur ni surprise. On eût dit un homme endormi pendant une lecture. Aucun désordre visible, pas de verre renversé, pas d'objet brisé. Un mouchoir propre, soigneusement plié, dépassait de la poche de sa veste. Je jetai un regard interrogateur à Poirot, mais il m'arrêta d'un mouvement de main. Il avançait lentement dans la pièce, effleurant les accoudoirs, observant chaque coussin, chaque rideau. « C'est trop calme », murmura-t-il enfin. « Il y a parfois des scènes de crime qui crient. Celle-ci, elle se tait. Et cela, mon ami, est plus dangereux encore. » Puis, nous le vîmes. Installé à quelques pas du corps, sur un fauteuil assorti, trônait un chat persan d'un blanc crème, presque argenté. Il ne bougeait pas. Ses yeux, d'un jaune presque ambré, étaient fixés droit devant lui, vers Charles. Non pas avec effroi ou surprise, non, avec ce calme absolu que seuls les animaux ou les enfants savent conserver face à la mort. Je m'approchai à petits pas. « Il ne semble pas perturbé, » dis-je à mi-voix. « C'est étrange, non ?»« C'est fascinant, » corrigea Poirot. « Ce chat a vu, et il n'a pas fui. Voilà une donnée capitale, car si le meurtrier était un inconnu, même un chat l'aurait senti. » Minos, car tel était son nom selon Madame Lemoine, cligna lentement des yeux et se replia de quelques centimètres, comme s'il n'avait cure de notre présence. Poirot s'approcha de la porte, la manipula avec soin, examina la serrure, puis s'agenouilla pour observer la base du battant. Il demeura ainsi une minute, silencieux, puis il se releva et s'adressa à la maîtresse de maison. « Vous avez dit que la porte était verrouillée de l'intérieur. »« Oui, nous avons dû la forcer. Les domestiques l'ont trouvée close le matin, et aucune réponse n'est venue de l'intérieur. Et les fenêtres, fermées également, verrouillées. Personne n'aurait pu entrer ou sortir sans les briser, ce qui n'a pas été le cas. » Poirot fit le tour de la pièce, vérifia chaque battant. Il inspecta les serrures, les gonds, les charnières. Puis, au terme de cette inspection minutieuse, il me lança un regard chargé de gravité. « Hastings, la situation est bien celle qu'on redoute toujours. Un crime en chambre close, et ce sont les plus retors. Je sentis mon estomac se nouer. Un meurtre sans témoin humain, une pièce verrouillée, et ce chat, imperturbable. Ce fut près du piano, en retrait de la scène principale, que Poirot s'arrêta net. Il se pencha et ramassa un objet léger, soigneusement plié. « Un foulard, » dit-il, « en soie, très doux au toucher. Et tenez, sentez. » Je m'exécutai. Un parfum discret, poudré, en émanait. Féminin sans être ostentatoire, presque familier. « Cela vous évoque quelque chose ?» me demanda-t-il. « Non, mais ce n'est pas le genre de choses qu'on laisse tomber sans s'en apercevoir. » Poirot sourit. « Justement, on ne le laisse tomber que lorsqu'on est troublé, ou bien lorsqu'on souhaite qu'on le trouve. » Il replia le tissu avec précaution et le glissa dans sa poche intérieure. « Ce détail-là, Hastings, je vous prie de le garder en mémoire. Il est peut-être le seul faux mouvement dans une pièce trop soigneusement figée. » Nous quittâmes le salon dans le même silence qu'en y entrant. Dans le couloir, je jetai un regard à mon compagnon. Il ne disait rien, mais son front était plissé, ses sourcils légèrement froncés, et ses moustaches, toujours impeccables, s'inclinaient d'un degré qui ne trompait pas. « Vous avez vu quelque chose, n'est-ce pas ?» demandai-je. « Non, Hastings, justement, je n'ai rien vu, et c'est cela qui me déplaît. » Il s'arrêta au pied de l'escalier, fixa une horloge ancienne et murmura. « Un meurtre est un désordre, mais celui-ci est un ordre parfait. Or, l'ordre parfait n'existe pas, sauf s'il a été fabriqué.
Je ne pus m'empêcher de frissonner. Nous n'étions qu'au commencement, et déjà, le mystère pesait de tout son poids. La lumière de fin d'après-midi glissait en oblique sur les murs du grand salon, posant un voile doré sur les rideaux épais et les coussins soigneusement ordonnés. Mais rien, dans cette quiétude apparente, ne parvenait à masquer la tension sourde qui flottait dans la pièce. Ils étaient là, les 4 membres de la maison Lemoine, installés autour de nous comme les pièces d'un jeu dont nous ignorions encore les règles. Madame Mathilde, toujours pâle, assise très droite. Éliane, la nièce, les mains croisées sur ses genoux, les yeux évasifs. Gabriel, fils aîné de Charles issu d'un premier mariage, campé dans un coin, les bras croisés, le visage fermé. Enfin, une femme plus âgée, vêtue d'une robe noire à col blanc, sœur Agnès, l'ancienne gouvernante. Poirot les salua tous, poliment, sans rien forcer. Il ne posait pas encore de questions. Il regardait, absorbait, devinait. Et moi, incapable de déchiffrer ce qui se jouait dans les regards échangés, je sentais seulement que chacun d'eux, à sa manière, redoutait l'instant où le silence céderait la place à la vérité. Ce fut Gabriel qui parla le dernier, et ce détail n'échappa pas à Poirot. L'homme, grand, raide, au regard d'acier, semblait porter son nom comme une cuirasse. Il répondit avec une courtoisie minimale, pesant chaque mot avec une retenue presque provocatrice. « Je n'ai pas entendu de coup de feu, monsieur Poirot. Je dormais dans l'aile nord, comme toujours. Ce n'est qu'au matin que j'ai appris... » Il laissa la phrase en suspens, les mâchoires serrées. « Vous aviez des différends avec votre père ?» demanda Poirot d'une voix neutre. Gabriel soutint son regard sans broncher. Des divergences d'opinion, rien d'inhabituel, mais ses mains, crispées sur l'accoudoir, disaient autre chose, et je remarquai que pas une seule fois il n'avait prononcé le prénom de son père. À peine Gabriel eut-il terminé qu'Éliane se pencha en avant, les joues un peu trop rouges, la voix précipitée. « Ce n'est pas tout à fait exact, capitaine. Enfin, monsieur Poirot, ils se sont disputés la veille, je les ai entendus. C'était violent. » Poirot tourna doucement la tête vers elle. « Pourriez-vous préciser ?» Je passais dans le couloir. Gabriel criait. Il parlait d'un testament, je crois. Et Charles, pardon, mon oncle, semblait très en colère. Je n'ai pas osé rester. Elle baissa les yeux. Poirot, lui, ne la quittait pas des siens. « Vous avez une excellente mémoire, mademoiselle Éliane. » Elle tressaillit légèrement. Était-ce la peur d'avoir trop parlé ou celle de ne pas avoir dit assez? Lorsque vint le tour de sœur Agnès, elle répondit sans le moindre émoi, ses mains croisées sur ses genoux, comme celles d'une statue de prière. « Je n'ai rien entendu, monsieur Poirot. Je dors profondément, et à mon âge, on n'a plus l'oreille si fine. Vous étiez gouvernante, autrefois? » « Oui, pendant 20 ans, jusqu'à ce que je me retire. » Elle évita de dire où, ni pourquoi. Sa voix ne tremblait pas, mais son regard restait fixé au sol, comme si la vérité pouvait surgir d'un nœud du parquet. Poirot la remercia doucement, puis la laissa dans son mutisme. Mais je sentis qu'il avait perçu, là aussi, une absence, non pas d'information, mais d'émotion, et c'était souvent pire. Alors que l'entretien touchait à sa fin, Minos, le chat, fit son entrée, se glissant sans bruit entre les fauteuils. Poirot le suivit du regard, puis observa son comportement, avec une attention singulière. Le félin s'attarda brièvement auprès de Mathilde, effleura le bas de la robe d'Éliane, ignora totalement sœur Agnès. Mais lorsqu'il passa à proximité de Gabriel, il s'immobilisa net, le dos légèrement voûté. Puis, dans un mouvement presque imperceptible, il s'éloigna, lentement, comme à reculons. « C'est intéressant, » murmura Poirot.
Quoi donc? Fis-je. Les chats, mon cher Hastings, n'ont pas notre sens de la bienséance. Ils se méfient instinctivement de ce qu'ils reconnaissent sans le comprendre. Et celui-ci, voyez-vous, a reconnu quelque chose. Nous quittâmes le salon pour explorer les couloirs. L'atmosphère, plus lourde encore que le silence, semblait s'être épaissie au fil de la conversation. Poirot marchait lentement, les mains croisées dans le dos. Puis il s'arrêta net. Hastings, regardez cela. Je suivis son regard. Sur le mur du couloir principal, un tableau était accroché de travers. À peine. Quelques millimètres, mais dans une maison aussi impeccablement tenue, ce détail jurait comme une note fausse dans une symphonie. Vous pensez qu'il a été déplacé? Je ne pense rien. Je constate. Et je m'interroge. Pourquoi quelqu'un aurait-il touché à ce tableau? Il le décrocha délicatement, inspecta le mur derrière. Rien. Pas de cache, pas de coffre dissimulé. Mais, regardez l'arrière du cadre. Une fine trace de poussière manquait sur le bois. Quelqu'un l'avait tenu, récemment. Il ne s'agit pas d'un hasard, Hastings. Quelqu'un, ici, a fait un geste, minuscule, mais signifiant quelque chose. Et dans les affaires de meurtre, ce sont les gestes que l'on croit sans importance qui révèlent le plus. De retour dans le bureau, Poirot demanda à chacun de répéter son emploi du temps de la nuit passée. Tous s'exécutèrent avec une précision presque trop parfaite, la gouvernante dans sa chambre, Eliane enfermée dans la sienne à lire un roman, Mathilde disant son chapelet, Gabriel sorti fumer dans le jardin. Aucun témoin, aucun bruit, et chacun seul. « Et vous avez vu l'heure pour la dernière fois, à quel moment ?» demanda Poirot à Eliane. « Minuit, peut-être un peu avant. » Gabriel, « Vers minuit aussi. Il faisait frais. » « Vraiment? Et vous n'avez croisé personne ?»« Non. » Poirot acquiesça poliment. Puis, quand tous furent sortis, il se tourna vers moi. « Vous avez remarqué? » « Quoi donc? » Chaque alibi est trop lisse, trop isolé, comme si chacun n'avait été averti qu'il fallait se construire un temps mort. Ce n'est pas une défense, c'est un échafaudage. Je compris alors que les dés étaient truqués dès le départ, et que la vérité, comme souvent, était dissimulée non sous le mensonge, mais dans ce que chacun choisissait de taire. Le bureau de Charles Lemoine était situé à l'étage, dans une pièce plus étroite que je ne l'aurais imaginé, presque modeste. Les rideaux tirés, l'atmosphère y était feutrée, saturée de l'odeur du papier ancien et de l'encre séchée. Poirot, en entrant, resta un instant immobile, comme pour en saisir la respiration. « Je vous en prie, Hastings, ne touchez à rien, » dit-il doucement. Il s'approcha du grand secrétaire en acajou, dont les tiroirs impeccablement étiquetés semblaient avoir été classés par un esprit méthodique, un homme d'ordre, sans nul doute, ce que Poirot confirma d'un hochement de tête après avoir observé l'alignement des plumiers et la régularité des registres. « Et pourtant, murmura-t-il, je soupçonne qu'un esprit d'ordre peut aussi cacher les secrets les plus anciens. » Il se mit à ouvrir les tiroirs l'un après l'autre, sans empressement, presque avec respect. Mais à mesure qu'il avançait, son regard se fit plus pénétrant. Au fond du second compartiment inférieur, derrière un double fond qu'il fit glisser d'un geste habile, il s'arrêta net. « Voilà, Hastings, voici ce que je cherchais. » Je m'approchai lentement et vis, entre ses doigts gantés, une enveloppe à moitié jaillie d'un repli de bois. Elle portait une seule initiale. « Monsieur simplement la lettre M », dit Poirot à voix basse. Il tira délicatement le feuillet de l'enveloppe. Le papier était d'une qualité ancienne, épaisse, et l'encre, brunie sur les bords, avait coulé par endroits, comme si la main de l'auteur s'était arrêtée brusquement. Je lus par-dessus son épaule
retenant mon souffle, l'écriture était nette mais tremblante, comme si les mots eux-mêmes contenaient trop de poids. « Ma chère monsieur, je ne peux plus porter cela en silence. Il faut que tu saches, je l'ai caché trop longtemps, et je crains que le temps ne me soit plus accordé. Avant qu'il ne soit trop tard, je dois tout révéler. » La lettre s'interrompait là. Aucune signature, aucun détail explicite, seulement cette promesse inachevée, suspendue entre le regret et la résolution. Il s'apprêtait à avouer quelque chose d'important, dis-je. Poirot ne répondit pas tout de suite. Il tenait la feuille à la lumière tamisée, ses yeux fixés sur l'empreinte presque invisible laissée sur le bord inférieur. Hastings, une lettre inachevée est souvent plus révélatrice qu'une confession complète. Elle nous dit ce que l'auteur n'a pas osé écrire, et ce qu'il a eu peur qu'on lise. Nous restâmes un instant en silence. Poirot relisait la dernière phrase, ses lèvres remuant à peine, comme s'il y pesait chaque mot, à la manière d'un juge évaluant une pièce de preuve. « Avant qu'il ne soit trop tard », répéta-t-il enfin. C'est une formule chargée, Hastings. Elle peut signifier la peur de la mort, certes, mais elle peut aussi signifier une urgence morale, une vérité trop longtemps ensevelie, un passé qui réclame justice. Je m'approchai du secrétaire, jetant un coup d'œil au compartiment secret. Vous pensez qu'il voulait adresser cette lettre à sa femme? Non, il l'aurait appelée Mathilde, pas N.M. Et il n'aurait pas caché cela ici. Poirot plia soigneusement la lettre et la glissa dans son carnet. Non, mon ami, cette lettre ne s'adressait pas à une épouse. Elle s'adressait à une autre femme. Et j'ai ma petite idée sur qui cela pourrait être. Il me jeta un regard rapide. Savez-vous, Hastings, quelle est la lettre la plus dangereuse de l'alphabet? La M. Précisément, parce qu'elle ouvre la bouche, mais ne dit rien. Et sans un mot de plus, il quitta la pièce. Nous retrouvâmes Madame Lemoine dans le petit salon, une tasse de thé intacte posée devant elle. Poirot s'assit en silence, sortit la lettre pliée de sa poche intérieure et la posa doucement sur la table basse, sans un mot. Elle pâlit, ses doigts se raidirent, mais elle ne toucha pas au papier. « Je ne l'ai jamais vue, » murmura-t-elle. Poirot incline lentement la tête. « Elle est adressée à une certaine Madame. Ce n'est pas vous ?» Elle secoua la tête, trop vite. Je remarquai son regard glisser vers la fenêtre, puis revenir à Poirot. Non, Charles ne m'écrivait jamais. Il préférait parler quand il voulait. Poirot pencha la tête, comme s'il écoutait au-delà des mots. Et pourtant, madame, cette initiale vous trouble. Elle se leva sans répondre, d'un geste presque digne, et s'éloigna. Et pour la première fois, je vis Poirot hésiter entre poursuivre ou respecter un vieux chagrin. Ce fut plus tard dans la journée que Poirot me glissa un regard entendu. « Venez, mon ami. Il y a une autre mémoire dans cette maison, plus silencieuse, mais peut-être moins loyale. » Il désignait sœur Agnès, que nous trouvâmes dans la petite bibliothèque, occupée à repasser d'anciens linges. « Madame, » dit Poirot avec une courtoisie inhabituelle, « j'aimerais vous poser une question d'ordre ancien. » Elle leva vers lui un regard qui ne reflétait aucune surprise. « Vous étiez ici autrefois, lorsque les deux sœurs habitaient la maison, n'est-ce pas ?» Elle se figea. « Il n'y avait qu'une sœur, monsieur. »« Vraiment ? Je crains que cela ne soit inexact. Une certaine Madeleine, peut-être ?» Il avait prononcé le prénom sans agressivité, presque doucement. Et pourtant, la réaction fut immédiate. Un frisson parcourut les épaules voûtées de la vieille femme. Elle s'assit lentement. Ce nom n'a pas été prononcé ici depuis très longtemps, mais il a existé. Elle hocha la tête, une fois, lentement. C'était la cadette, une enfant de feu,
trop belle, trop vive, elle a disparu, officiellement. Et officieusement, elle détourna les yeux. Officiellement suffit, Monsieur Poirot. Mais sa voix avait tremblé. Je compris à l'expression de Poirot, une fois revenu dans notre chambre d'hôte, qu'il n'était pas homme à se satisfaire des demi-silences. Le lendemain matin, il disparut pendant plusieurs heures et revint à midi, les yeux brillants d'une satisfaction sobre. « Hastings, dit-il, nous avançons dans un jardin aux haies bien taillées, mais les racines s'entrelacent. J'ai passé la matinée à interroger quelques personnes à la poste du village et au presbytère. Il me tendit un registre jaunâtre. Regardez, une correspondance adressée à un certain C.L., en provenance d'un sanatorium privé de Haute-Savoie, il y a 22 ans. Et le nom de l'expéditrice, Madeleine Lemoine. Je restais bouche bée. Elle écrivait donc à Charles, et il répondait, sans que personne ne le sache. Leur liaison a survécu à la disparition officielle. Je soupçonne même qu'elle ne s'est jamais vraiment interrompue. Mais pourquoi garder cela secret? Poirot se leva et se posta près de la fenêtre. Parce que certaines vérités, Hastings, ne détruisent pas une vie. Elles détruisent une construction, une famille, une légende. Et Charles Lemoine, manifestement, voulait que cela cesse. Lorsque Poirot évoqua à nouveau le prénom de Madeleine devant Mathilde, ce fut comme si un miroir se fissurait sans bruit. Elle se leva d'un bond, le regard vidé de toute douceur. « Ce nom n'a pas lieu d'être dans cette maison, monsieur Poirot. » Elle avait crié. Puis aussitôt, elle porta la main à sa bouche, comme si elle s'était surprise elle-même. « Je vous demande de ne plus jamais évoquer cela. » Poirot, imperturbable, la regarda longuement. Il ne dit rien, ne la contraignit à rien. Il s'inclina simplement, et elle quitta la pièce. « Voilà, » murmura-t-il une fois seul, ce que l'on obtient lorsqu'on gratte une surface trop bien polie. Ce n'est pas la colère, c'est la peur du souvenir. Et dans cette peur, je sentais un secret plus vaste encore. Je restais ce soir-là, seul, dans la bibliothèque, feuilletant un ouvrage sans le lire vraiment. Le nom de Madeleine tournait dans mon esprit, comme une mélodie oubliée qu'on fredonne sans s'en rendre compte. Je songeais aux lettres qu'on n'écrit jamais, aux mots qu'on tait par loyauté, par honte ou par amour. Les femmes de cette maison, songeais-je, cachaient moins par mensonge que par devoir. Et cela, je le sentais, allait bientôt peser plus lourd que tous les alibis du monde. Ce fut aux environs de minuit que je sursautai. Le manoir dormait dans une paix pesante, les couloirs sombres respirant le silence épais des maisons endeuillées. Je m'étais assoupi dans le fauteuil du petit salon attenant à notre chambre, lorsqu'un cri aigu, presque inhumain, fendit l'air. Ce n'était pas un cri de peur, ni même un appel, mais un son étrange, plaintif, comme une protestation venue d'un monde que nous ne comprenons pas. Poirot, déjà debout, m'avait devancé. « Minos, » dit-il simplement, « il a vu quelque chose. » Nous traversâmes le couloir d'un pas vif, sans bruit, suivant l'écho du miaulement. Le chat, que nous trouvâmes assis dans l'embrasure de la porte de la bibliothèque, fixait l'intérieur avec une intensité féline, oreilles tendues, dos droit. Il ne miaulait plus, mais semblait garder la pièce. « Ce n'est pas un caprice, Hastings, » murmura Poirot. « Ce chat n'a pas peur, il attend. » Il poussa doucement la porte. La lumière de la lune, filtrée par les rideaux, dessinait des ombres nettes sur le parquet. Et tout de suite, nous vîmes ce que Minos avait vu. La bibliothèque, d'ordinaire d'un ordre impeccable, présentait cette nuit-là une subtile désorganisation que seul l'œil entraîné de Poirot pouvait réellement saisir. Un coussin déplacé, un tapis dont le coin s'était relevé. Mais surtout, au centre de la pièce, brisé en 3 morceaux,
une statuette d'onyx noir. Poirot s'en approcha, se pencha, l'observa longuement. « Regardez, Hastings, ce n'est pas une chute accidentelle, voyez la direction des éclats et l'angle du socle. Quelqu'un l'a saisie à la hâte, et elle lui a échappé. Je restai sans voix. Il n'y avait aucune trace de pas, aucun bruit n'avait alerté la maison, et pourtant, quelqu'un était venu ici. « Un retour discret, » dit Poirot, un geste précipité, un objectif précis. Il se redressa, et ses yeux croisèrent brièvement ceux de Minos, toujours posté sur le seuil. Ce chat a vu l'ombre du passé revenir rôder. Poirot ramassa l'un des fragments avec un mouchoir et l'examina à la lueur d'une lampe de poche qu'il portait toujours sur lui. Une précaution que je jugeais, jusqu'à cette nuit, superflue. Il s'intéressa tout particulièrement au socle de la statuette qu'il tourna dans ses mains à plusieurs reprises. Il y avait un creux ici, un petit compartiment. Je m'approchai et constatai comme lui la présence d'un espace creusé dans la base de l'objet. Vide, bien entendu. Un cache? Évidemment. Et il n'était pas vide jusqu'à récemment. Quelqu'un savait ce que Charles y avait dissimulé et est venu le chercher. Et si Charles l'avait retiré lui-même avant sa mort? Poirot secoua doucement la tête. Non. Charles n'avait pas besoin de tout briser pour le faire. Et puis, il comptait révéler un secret, non le faire disparaître. Ce geste est celui de la peur, Hastings, ou du remords. Nous nous apprêtions à quitter la bibliothèque lorsque Poirot s'interrompit. Il venait d'apercevoir, entre deux rayonnages, un petit tissu froissé, à moitié glissé derrière un livre de prière. Il se pencha, le ramassa, et l'observa à la lumière. « Un mouchoir féminin, » dit-il à mi-voix. « Et voyez cette tache ? En effet, une trace violacée, irrégulière, marquait un angle du tissu. Une tache d'encre, probablement récente. « Voilà qui est curieux, dis-je, de l'encre ici, dans la bibliothèque, au sol. Pas curieux, Hastings. Compromettant. L'encre est la sœur jumelle de la vérité, vous savez. Mais quand elle est renversée, elle trahit souvent la main tremblante. » Il replia le mouchoir avec précaution. Quelqu'un a consulté un document ici, a paniqué, puis s'est enfui en oubliant ceci. Et ce document, murmurai-je, serait-ce celui que la statuette contenait? Il est permis de le supposer, mon ami. Mais celui qui l'a emporté n'a pas tout emporté. Il a laissé son propre aveu derrière lui. Le lendemain matin, le manoir semblait figé dans un calme prudent. Aucun des habitants n'avait entendu le moindre bruit durant la nuit. Pas même Eliane, pourtant logée juste au-dessus de la bibliothèque. Ce silence me paraissait presque trop parfait. Poirot, lui, conservait l'air songeur qu'il arbore lorsqu'il commence à assembler les pièces d'un puzzle invisible. Après le petit déjeuner, il demanda à Mathilde l'autorisation d'examiner à nouveau la bibliothèque, seul. « Il ne s'agit pas de curiosité, madame, » dit-il avec gravité, « mais de vérité, et vous m'avez appelé pour cela. » Elle acquiesça, presque soulagée. 1 heure plus tard, je le rejoignis. Il se tenait devant la cheminée, les bras croisés. « Hastings, » dit-il sans me regarder. Il n'y a eu ici aucune effraction. La personne connaissait parfaitement les lieux. Et le document? Il a disparu. Mais ce qui m'importe n'est pas ce qu'il contenait. C'est le fait qu'il ait été effacé, volontairement, et trop tardivement. Il se retourna enfin. Vous comprenez? On ne cache ce qu'on ignore, que lorsqu'on en a enfin compris le danger. Et dans cette phrase, il y avait toute la force du doute et déjà l'ombre d'un soupçon. Ce fut dans le petit salon, en fin d'après-midi, que Poirot s'assit aux côtés de sœur Agnès. Il ne lui posa pas de questions. Direct. Il attendit.
et au bout de quelques minutes de silence, elle commença à parler. J'ai surpris une conversation entre Eliane et Charles, 2 jours avant sa mort. Je n'ai pas entendu tout. Je n'étais pas censé me trouver là. Poirot ne dit rien. Il se contentait d'acquiescer doucement. Elle était en larmes. Elle disait qu'il n'avait pas le droit, qu'elle devait savoir, que ce n'était pas juste. Lui, il paraissait tendu, mais il restait calme. Il lui disait que le moment n'était pas venu. Et ensuite, elle détourna les yeux. Il a haussé le ton, très brièvement. Il a dit « Tu ne comprends pas, c'est pour te protéger ». Puis elle se tut, longuement. Je suis resté caché, je n'ai rien dit à personne, mais j'ai vu, dans ses yeux à elle, quelque chose qui ne pardonnait pas. Poirot murmura, et peut-être quelque chose qu'il voulait savoir à tout prix. Avant de se lever, sœur Agnès ajouta une dernière phrase, que Poirot nota dans son petit carnet de cuir noir. Il a dit, juste avant qu'elle ne parte, « Ce que j'ai à dire changera tout. » Elle releva les yeux vers nous, le visage pâle. Et cela, monsieur Poirot, je crois que c'était une menace, ou un appel, je ne sais plus. « Non, madame, » répondit Poirot, « c'était une certitude, et c'est cela qui l'a tuée. » Lorsqu'elle se retira, je restai un long moment à observer mon ami. Il demeurait immobile, le regard fixe. « Hastings, » dit-il enfin, « il existe des crimes où l'arme n'est pas le pistolet, ni le poison. Mais une phrase, une simple phrase, qu'on n'est pas prêt à entendre. » Et dans ce salon trop calme, cette phrase résonna plus fort que tous les coups de feu du monde. Lorsque l'inspecteur Giroux, en charge de l'enquête locale, revint au manoir ce matin-là, il n'affichait plus. « Je crains, monsieur Poirot, » dit-il en redressant ses lunettes, « que les faits ne s'accumulent contre monsieur Gabriel Lemoine. Nous avons recueilli plusieurs témoignages qui révèlent un motif sérieux. » Poirot l'écoutait sans broncher. « Une rancune ancienne, » poursuivit l'inspecteur, « des menaces entendues, un testament récemment modifié, dans un sens défavorable à Gabriel. » Je jetai un regard à ce dernier, assis à l'écart, le visage figé. Il ne protestait pas. Il semblait simplement fatigué, résigné. « Et puis, » poursuivit Giroux, « la bibliothèque. Il a été aperçu dans le couloir vers minuit et n'a su expliquer sa présence. » Poirot se leva calmement. « Inspecteur, je vous demande de ne pas agir à la hâte. Vous avez un faisceau de soupçons, oui. Mais une vérité? Non. Accordez-moi 24 heures, et je vous donnerai soit votre coupable, soit votre erreur. » Dans la cuisine, où Poirot m'emmena en début d'après-midi, nous retrouvâmes l'intendante, Madame Rougier, une femme austère, au tablier rigide, qui semblait avoir servi dans plus de maisons qu'elle ne voulait en avouer. « La veille du drame, dit-elle, j'ai entendu monsieur Charles élever la voix. C'était rare. »« Contre qui ?» demanda Poirot. Elle hésita, essuya ses mains sur son tablier. Son fils, Gabriel, ça n'allait pas depuis longtemps entre eux, depuis la mort de la première épouse surtout. Mais là, c'était plus amer. Des mots précis, elle se pinça les lèvres. « Tu ne mérites pas ce que je t'ai donné, » a dit le père. Et Gabriel a répondu, quelque chose comme « Vous paierez le prix de vos secrets ». Poirot nota cela sans commentaire, mais dans son regard, je lus déjà qu'il ne croyait pas à la solution simple. Plus tard, dans l'après-midi, Poirot demanda à revoir Gabriel, seul, dans la serre. Il le fit parler longuement. Je restais en retrait, écoutant. « Vous maintenez avoir passé la nuit dehors ?»« Oui, dans le jardin, à fumer. Je n'arrivais pas à dormir. »« Quelqu'un vous a vu ?»« Non, ce n'est pas interdit, j'espère. » Il souriait, mais ce sourire était celui d'un homme en défense, non en paix. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt?
parce qu'on ne m'aurait pas cru. Et peut-être aussi parce que j'étais en colère. Je vis Poirot l'observer, non pas pour le piéger, mais pour l'évaluer. Ce n'était pas un homme sans faille, mais était-ce un meurtrier? Rien, dans sa posture, n'exprimait la panique. Mais rien non plus ne ressemblait à l'innocence pure. Lorsque l'inspecteur Giroux revint en fin de journée, plus déterminé que jamais à procéder à l'arrestation de Gabriel, Poirot l'attendait dans le vestibule, les bras croisés, son regard brillant d'une concentration contenue. « Inspecteur, dit-il d'un ton net, je vous ai demandé 24 heures. Ne seriez-vous pas un homme de parole? » « Monsieur Poirot, répliqua-t-il, j'ai une obligation de justice. Laissez partir un suspect. Personne ne partira. Mais si vous arrêtez l'innocent, vous perdez le coupable. » Il y eut un silence. Puis Poirot s'approcha, posa une main sur l'épaule du policier. « Vous avez été convaincu par des preuves, mais moi, je doute à cause d'un chat. » « Un chat? Oui, ce chat qui n'a pas fui le salon. Ce chat qui a reconnu son assassin. » L'inspecteur parut interloqué. « Vous vous moquez de moi, Poirot? » « Jamais, inspecteur. Mais je vous demande de me faire confiance. 24 heures, et vous aurez un nom que vous n'attendez pas. » L'homme acquiesça à contre-cœur. Et Poirot, sans plus de commentaires, regagna sa chambre avec une expression que je ne lui connaissais que dans les moments où la vérité commençait à prendre forme. Je le retrouvai un peu plus tard, seul, dans le petit salon. Il n'écrivait pas, ne lisait pas. Il regardait fixement le feu qui mourait doucement dans l'âtre. « Vous êtes en est préoccupé, mon vieux, » dis-je en m'approchant. Il ne répondit pas immédiatement. Puis, « Hastings, avez-vous jamais eu l'intuition d'une vérité, mais sans pouvoir la prouver? Une silhouette floue dans le brouillard, dont vous êtes sûr qu'elle vous regarde? Cela vous arrive souvent, non? Oui, mais rarement avec ce malaise. » Il se leva, marcha quelques pas. « Il y a un détail, un seul, que je n'explique pas. Et tant qu'il reste là, suspendu, je ne peux pas accuser, je ne peux pas affirmer. » Je sentais dans sa voix, non pas du doute, mais une forme d'impatience. Poirot n'aimait pas les mystères incomplets, et pour la première fois depuis le début, je le vis douter de ses cellules grises. Le soir venu, alors que la maison s'endormait, Poirot descendit silencieusement dans le salon. Je le suivis sans bruit. Il s'agenouilla près du fauteuil, où Minos, le chat persan, s'était de nouveau installé, exactement au même endroit que lors de la découverte du corps. Poirot le regarda longuement. « Minos, mon petit, qui étais-tu en train de veiller ?» Le chat ouvrit un œil, puis le referma. « Vous voyez, Hastings, ce chat dort, tranquillement, sans méfiance. Et alors, c'est cela qui me trouble. Un animal sent le danger, mais lui, il n'a rien senti, ou plutôt, il a reconnu. » Il se releva lentement. Il ne s'agissait pas d'un inconnu. Il ne s'agissait pas d'une silhouette menaçante. Il s'agissait de quelqu'un d'aimé. Et cela, mon ami, cela change tout. Nous remontions l'escalier lorsque Poirot s'arrêta net. Il semblait soudain figé dans une pensée fulgurante. « Hastings, » dit-il avec une lenteur pesée, « il y a quelque chose que j'ai négligé. Une erreur de ma part, une observation non interprétée. » Je le suivis, intrigué, jusqu'au salon. Il observe de nouveau la scène du crime, la position du fauteuil, celle du chat, le corps de Charles, ou plutôt ce qu'il en restait dans sa mémoire. Le chat, reprit-il, était assis face au corps. Il ne miaulait pas, il ne fuyait pas, il n'était pas inquiet, mais il ne s'était pas blotti contre lui non plus. Il était en attente. En attente de quoi? Non, Hastings, pas de quoi. De qui? Il se tourna vers moi. Vous vous souvenez du foulard?
Celui au parfum discret, trouvé près du piano? Il appartenait à une femme, et je crois savoir laquelle. Ce foulard, c'était une habitude, un rituel, une présence. Il se tut, puis sourit légèrement, presque tristement. Le chat n'a pas fui, car il avait reconnu cette odeur, ce foulard, ces genoux. Il les connaissait depuis longtemps. Et ce ne fut qu'alors que je compris ce qu'il soupçonnait. Ce matin-là, tandis que Poirot, d'un pas mesuré, pénétrait dans le petit salon où l'attendaient Mathilde et sœur Agnès, je sentis dans l'air une tension étrange. Non pas l'angoisse vive que provoque le danger immédiat, mais quelque chose de plus ancien, plus diffus, comme un souvenir qui refuse de se taire. Il n'avait pas encore parlé que les deux femmes paraissaient sur le qui-vive. Et lorsqu'il prononça doucement le prénom Madeleine, je vis distinctement un frémissement parcourir l'une et l'autre. Mathilde détourna le regard, les doigts crispés sur l'accoudoir. Sœur Agnès, elle, baissa la tête si lentement qu'on eût cru que son cou peinait à porter un fardeau invisible. Poirot, immobile, observait. Pas un mot de trop, pas un geste superflu. Mais je compris qu'il savait déjà. Il n'attendait pas une confirmation, seulement la chute des masques. Et cette chute ne tarda pas. Poirot n'eut besoin ni d'élever la voix, ni de menacer, ni même d'insister. Son silence, plus encore que ses paroles, fit plier Mathilde. Elle tenta d'abord de maintenir son rôle, de préserver le récit qu'elle avait répété, sans doute, depuis tant d'années. Madeleine est morte, depuis longtemps. Elle était fragile, c'est mieux ainsi. Non, madame, répliqua Poirot avec une douceur qui n'admettait pourtant aucune fuite. Ce n'est pas mieux, ce n'est jamais mieux, le mensonge. C'est plus commode, peut-être, plus confortable, mais cela ronge, cela détruit. Il y a un long silence. Puis, dans un souffle, presque sans voix, Mathilde céda. « Elle est vivante, dit-elle. Elle n'est jamais morte. Nous avons convenu de la faire disparaître, pour protéger la famille, pour épargner Charles. Et vous ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard se perdit vers la fenêtre. Je n'ai fait que suivre, c'était la condition. Elle disparaissait, et moi, je restais. Mais chaque jour, en croisant ses yeux, je me souvenais. Ses yeux? Poirot pencha légèrement la tête. Vous disiez ses yeux, pas ses souvenirs. De qui parliez-vous, madame? Mathilde blêmit. Et la porte s'ouvrit lentement derrière nous. La silhouette immobile dans l'embrasure de la porte était celle de sœur Agnès. Mais son visage, à cet instant, n'avait plus rien de celui d'une gouvernante. Elle s'avança, le pas ferme, la nuque droite. « Il est temps, » dit-elle simplement. Et puis, à notre immense stupéfaction, elle se tourna vers Mathilde et lui prit la main. « Je ne suis plus celle que j'étais, mais je suis encore Madeleine. » Le silence, cette fois, n'était plus pesant. Il était suspendu dans un équilibre fragile entre stupeur et révélation. Elle nous regarda l'un après l'autre, comme pour nous rendre témoins d'un théâtre intérieur. J'ai fui. Il fallait bien. On m'a fait fuir, et je l'ai accepté. Pour lui, pour Charles. Je crus voir une larme perler dans ses yeux, mais elle ne tomba pas. Poirot s'inclina légèrement, comme on s'incline devant une vérité enfin révélée. Charles, reprit Madeleine, n'était pas un homme sans faute, mais il savait protéger, et il m'a protégée. Elle s'assit lentement, la main tremblante. J'étais jeune, insouciante, et j'ai aimé d'un amour qu'on n'acceptait pas ici. Cela aurait fait un scandale, cela aurait tout détruit. Alors il a décidé d'effacer, de recommencer. Poirot hocha la tête. « Vous avez changé de nom. Vous êtes devenue gouvernante dans votre propre famille, invisibilisée. » Elle sourit avec une tristesse résignée.
J'étais là, sans être là, présente mais muette. Charles m'avait demandé de rester, pour veiller, pour ne pas être loin. Et Mathilde? Elle hésita, posa les yeux sur sa sœur. Elle a l'obéi, elle a souffert aussi. Mais nous avions une dette, une vérité à enfouir. Poirot se leva, les mains croisées derrière le dos. Mais ce qu'on enfouit sans le nommer finit toujours par revenir. Ce fut au tour de Poirot de parler, et je sentis que ces mots allaient ébranler davantage encore les fondations de ce vieux manoir. Il y a un détail que j'ai mis du temps à comprendre. Ce lien étrange entre Éliane et vous, Madame la gouvernante. Une affection mêlée d'incompréhension, de distance contenue. Ce n'était pas la distance d'une employée et d'une jeune fille. C'était autre chose. Il fit une pause. Éliane n'était pas la nièce de Charles, ni même sa pupille. Elle était sa fille, et la vôtre. Madeleine ferma les yeux. Mathilde porta une main à sa bouche. Vous avez été contrainte de l'éloigner, de la faire élever comme une enfant recueillie, pour qu'elle n'hérite pas de la honte, du scandale. Madeleine hocha lentement la tête. Mais j'étais là, toujours là. Et elle l'a appris, demanda Poirot. Oui, récemment, par hasard. Une lettre oubliée, une confidence d'un ancien domestique. Et que ressentait-elle? La voix de Madeleine se brisa légèrement. De la colère, de la peine, une révolte qu'elle n'exprimait pas, mais que ses silences hurlaient. C'est dans la chambre d'Éliane que nous trouvâmes les fragments de cette colère. Un cahier noir, dissimulé sous des vêtements, où elle avait consigné des phrases courtes, parfois à peine lisibles. Pourquoi m'a-t-on menti? Qui suis-je vraiment? Et si je n'étais qu'un accident? Je lus ces mots avec un frisson. Poirot, lui, resta impassible. Mais je savais que chacun de ces traits de plume renforçait en lui la conviction naissante. Elle a découvert qu'on l'avait privé de sa vérité, qu'on l'avait volontairement laissé dans une identité floue, commença Poirot. Et cela, Hastings, c'est une trahison que l'on n'oublie pas, même si elle fut faite pour la protéger. Je repensais aux traits durs d'Éliane, à son regard souvent perdu, à cette tension dans son corps lorsqu'on parlait de Charles. Elle n'avait jamais su comment l'aimer, peut-être parce qu'elle avait deviné, avant même de savoir. Poirot réunit tout le monde dans le salon, cette fois sans cérémonial. Il n'était plus question de théâtre, seulement de vérité. Le crime, dit-il, n'est pas né d'un désir d'héritage, ni de vengeance pure. Il est né d'un silence. Il se tourna vers Mathilde, puis vers Madeleine. Ce silence, vous l'avez cru protecteur, mais il était corrosif. Puis, ses yeux se posèrent sur Éliane, qui entra à cet instant, blanche comme la neige du dehors. « Mademoiselle, je crois comprendre. Vous n'avez pas prémédité un meurtre. Vous avez voulu obtenir des réponses. » Et Charles, ce soir-là, les refusait encore. Elle resta muette. Mais il a dit quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose qui a sonné comme un adieu, une fin. Les larmes qu'elle retenait coulèrent enfin. Il m'a dit que j'étais sa plus grande honte et qu'il ne regrettait rien. Alors vous avez agi. Elle s'effondra sur le canapé, incapable de parler. Poirot s'approcha, posa une main sur son épaule. Ce n'est pas une justification, mais c'est une explication. Et, dans le silence qui suivit, je sentis que le nœud du mystère venait, enfin, de se défaire. Le salon paraissait plus petit que de coutume, ou peut-être était-ce la densité des regards, le poids muet des présences réunies, qui compressait l'espace. À la demande de Poirot, chacun avait pris place, sans discussion, presque sans surprise. Même Éliane, dont les traits pâles semblaient portés par une volonté égarée, s'était assise sans un mot. Minos, impassible, s'était glissé près de la cheminée,
observateur discret et presque solennel de cette ultime scène. Je notai que Poirot l'avait remarqué également. « Mes amis, dit-il, il est temps, n'est-ce pas? Temps que les ombres sortent de leur retraite et que la lumière reprenne ses droits. » Son ton était calme, mais je le savais tendu. Il parlait comme on pose les derniers éléments d'un puzzle, non pour convaincre, mais pour révéler. Il ne s'agit plus de soupçons, ni de conjectures. Il s'agit de comprendre comment une douleur ancienne peut se transformer, lentement, en tragédie. De voir ce que personne ne voulait voir. Il fit une pause, et l'on n'entendit plus que le tic-tac obstiné de l'horloge. Tout s'est joué ici, dans cette pièce. Et pourtant, ce n'est pas ici que tout a commencé. Poirot, sans quitter son poste près de la bibliothèque, reprit doucement. Le soir du drame, chacun prétendait vaquer à ses habitudes. Charles, retiré dans son bureau. Éliane, dans sa chambre. Les autres, dispersés. Pourtant, l'ordre apparent cachait une rupture. Un souffle venu du passé. Il désigna le guéridon. Le vase renversé. Ce n'est pas un accident, c'est un geste de colère. Mais ce n'est pas tout. Il s'approche lentement du fauteuil préféré de Charles. La position du coussin, le pli du tapis. Des détails, dites-vous. Mais ce sont des détails qui parlent. Je l'observais, fasciné. Chaque élément qu'il mentionnait, que j'avais moi-même à peine noté, prenait sous ses mots une netteté presque accablante. Celui ou celle qui est entré ici ce soir-là n'a pas cherché à fouiller, à voler ou à fuir. Il ou elle s'est installé, a parlé, peut-être pleuré. C'était un face-à-face. Son doigt effleura la surface d'un meuble. Il y avait aussi cette marque, un genou posé là. Et pourtant, aucun serviteur n'est passé ce soir-là. Il se tourna vers nous, et son regard se fit plus aigu. Le coupable n'a pas été surpris, il était attendu. Il y a, dit Poirot, une absence qui m'a plus intrigué que toutes les présences. Il désigna Minos, immobile. Ce chat, qui miaule pour une porte fermée, pour un courant d'air ou pour le simple plaisir d'être entendu, est resté muet ce soir-là. Pourquoi? Personne ne répondit. Même Éliane baissa les yeux. Parce qu'il connaissait celle ou celui qui entrait. Parce qu'il n'a pas perçu d'intrusion, pas de danger. Seulement une habitude. Il se pencha légèrement vers l'animal, qui le fixa de ses prunelles ambrées. Le chat est le témoin le plus fiable. Il n'invente rien. Il ne déforme pas. Je me surpris à murmurer. Mais enfin, Poirot, il ne parle pas. Non, Hastings, mais il montre. Et déjà je sentais la tension croître. Le regard de Poirot s'était posé sur Éliane, et elle, crispée, ne soutenait plus rien. Poirot se dirigea vers le fauteuil, se pencha et ramassa lentement un foulard chiffonné. Voilà ce que le chat a montré. Il déplia le tissu avec soin, révélant quelques poils fins, presque imperceptibles, incrustés dans les plis. Ce foulard, trouvé sous le coussin, n'est pas tombé là par hasard. Il était là depuis longtemps, et pas pour ornécher, ni pour cacher, mais parce que Minos s'y installait chaque soir. Il leva les yeux vers Éliane, et il s'y installait pour une raison simple, l'odeur, l'habitude. C'était votre foulard. Un murmure d'étonnement s'éleva. Éliane ferma les yeux. Vous veniez ici souvent, avant même que tout éclate. Le chat vous attendait, il vous reconnaissait. Ce soir-là, quand vous êtes entré, il n'a pas bougé, parce qu'il ne sentait aucun danger. Poirot conclut d'une voix calme. Il savait, avant nous tous, que ce n'était pas un meurtre prémédité, c'était un dernier cri. Et dans les yeux de Minos, j'osais croire que brillait une forme de pardon. Il n'était plus besoin de hausser la voix. L'atmosphère dans le salon était figée, suspendue à chaque mot de Poirot. Il se tourna lentement vers Éliane, comme si le temps lui-même ralentissait, pour lui laisser le soin
d'appréhender l'ampleur de ce qui allait être dit. « Vous étiez blessée, mademoiselle. Non par haine, mais par silence. Un silence trop bien entretenu. » Eliane ne bougea pas. Ses yeux semblaient chercher, au fond de la pièce, un point d'ancrage que nul ne pouvait lui offrir. « Vous avez appris, tout récemment, que votre mère n'était pas celle que vous croyiez. Mathilde vous a élevé avec soin, certes, mais c'était Madeleine, dissimulée sous le nom de sœur Agnès, qui vous avait mise au monde. » Il marqua une pause. « Et Charles n'était pas seulement votre bienfaiteur, il était votre père, un homme qui, par amour et par honte, avait voulu effacer le passé au lieu de l'éclairer. » Je vis les traits d'Eliane se contracter. Cette révélation, elle ne l'avait pas entièrement comprise, ou peut-être refusait-elle encore d'y croire. Mais au fond de moi, je savais qu'elle savait. Et le chat, paisible, restait toujours là, comme un témoin patient du drame familial. « Les objets, dit Poirot d'un ton plus grave, ne mentent jamais. Ce sont les témoins silencieux de nos gestes les plus précipités. » Il sortit de sa poche le mouchoir taché d'encre. Ce tissu, retrouvé dans la bibliothèque, portait une tache d'encre violette. Une teinte singulière, utilisée uniquement dans le petit encrier de votre bureau, mademoiselle Eliane. Elle tressaillit. Poirot poursuivit avec douceur, presque avec compassion. Il n'y avait pas besoin de fouiller bien loin. Un second mouchoir, dans votre tiroir, portait la même empreinte, l'écriture que vous pratiquiez dans vos cahiers, au même moment, utilisait cette encre-là, la même que celle découverte sur le bord, déchirée d'un feuillet disparu. Il abaissa lentement la main. Le lien est évident. Ce n'est pas la preuve d'un meurtre prémédité, mais le signe d'un trouble. Vous étiez là, ce soir-là. Vous avez pris un document. Vous avez voulu comprendre ou confronter. Il s'interrompit. Le silence était redevenu total, mais il n'avait plus rien de paisible. « Je vais vous dire ce que je crois, » dit Poirot, les mains croisées, la voix basse et lente. Il ne parlait plus à tous, mais à elle seule, comme s'ils étaient seuls au monde dans cette pièce devenue confessionnale. Vous avez lu cette lettre, celle dans laquelle Charles avouait sa paternité, celle qui révélait l'arrangement entre Madeleine et lui. Vous avez été submergé. Votre identité, votre enfance, vos repères, tout s'était effondré. Eliane, blême, ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Vous n'êtes pas monté dans cette pièce pour tuer. Vous y êtes allé pour lui parler, peut-être même pour lui demander des comptes. Mais il n'a pas compris l'ampleur de votre détresse. Peut-être a-t-il voulu minimiser, nier, vous apaiser. Poirot fit une pause. Son regard se fit presque paternel. Et alors, dans ce moment précis, quelque chose a cédé. Ce n'était pas une arme que vous cherchiez, mais elle était là, sur le bureau. Votre main l'a prise. Un geste, un seul. Pas de cri, pas de lutte, juste un désespoir trop longtemps tu. Minos miaula doucement, comme pour approuver. Et moi, je me surpris à ne pas ressentir de colère, seulement un vertige. Le silence qui suivit ne ressemblait plus à ceux que j'avais connus. Il n'était pas pesant, ni suspendu. Il était humain, plein du battement d'un cœur au bord du gouffre. Eliane baissa lentement les yeux, puis releva le regard vers Poirot. Dans ses pupilles, je crus voir le reflet d'un autre monde, celui de l'enfance trahie, du sang mêlé aux souvenirs. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis, enfin, articula. Je ne voulais pas. Je voulais qu'il m'écoute, qu'il me voie, enfin. Poirot ne répondit rien. Il l'observait avec cette compassion sobre qui le caractérisait, sans jamais excuser, mais toujours comprendre. Il a souri, comme si tout cela, comme si moi, je n'étais qu'un détail,
Il a dit que c'était mieux ainsi, que j'avais eu une belle vie, malgré tout. Sa voix se brisa. Et là, je ne sais pas, je ne sais plus. J'ai vu rouge, le reste, vous l'avez dit, je ne me souviens pas. Elle se tut, les épaules affaissées. Aucune larme, mais une sorte d'effondrement silencieux, terrible. Je jetai un regard vers Poirot, qui s'était reculé d'un pas. Il hocha doucement la tête. La justice, mademoiselle, ne consiste pas seulement à punir. Elle commence par regarder la vérité en face, et Minos, dans un mouvement infiniment lent, vint s'installer au pied de la jeune femme, comme pour dire « Il est temps ». Elle resta immobile, un instant, droite et digne, comme si quelque force intérieure tentait encore de maintenir l'illusion d'un contrôle. Puis, sans prévenir, Éliane chancela légèrement, comme une branche trop lourde de secret. Un sanglot s'échappa de ses lèvres, non pas aigu ou bruyant, mais étouffé, rauque, le gémissement d'un cœur fendu sans remède. Je voulus faire un pas vers elle, mais Poirot leva la main, non pour l'arrêter, mais pour m'inviter à la retenue. Il comprenait, mieux que quiconque, la pudeur de certaines douleurs. « Tout est si faux », souffla-t-elle, « tout depuis le début, moi, leur mensonge, leur silence. » Elle s'assit, ou plutôt s'écroula dans le fauteuil, les mains jointes, comme une enfant punie par un monde trop vaste. Nul ne parla. Même l'inspecteur sembla reculer de quelques pas, désarmé. « Je ne suis pas mauvaise, » dit-elle encore, les yeux noyés de larmes. « Je voulais juste comprendre, juste savoir pourquoi. Ils ne m'ont jamais dit... » Poirot s'approcha enfin, lentement, et dans un geste d'une délicatesse infinie, posa la main sur son épaule. « Mademoiselle, parfois la vérité tue plus sûrement que le mensonge. » Et dans ses larmes, je crus entendre non la honte, mais la solitude. Ce fut dans un murmure presque inaudible qu'elle poursuivit, comme si les mots eux-mêmes la blessaient à mesure qu'ils prenaient forme. Il n'aurait pas dû rire. Elle ferma les yeux, revivant une scène que nous ne pouvions qu'imaginer. Quand je lui ai montré la lettre, il a souri. Il a dit que j'étais trop sensible, que c'était du passé, que j'avais eu tout ce qu'il fallait. Il m'a appelé « ma chère enfant ». Un rictus douloureux passa sur son visage. Je ne voulais pas le tuer. Je voulais juste qu'il me voie, moi, pas son erreur. J'ai pris le pistolet. C'était là, dans le tiroir du bureau. Je ne l'ai même pas levé droit, juste pour lui faire peur, pour qu'il m'écoute enfin. Son souffle s'accéléra. Mais il a fait un pas vers moi. Je crois qu'il a voulu m'arracher la lettre, et là, j'ai serré la main, la détente, le bruit. Il s'est effondré, et moi, je n'ai rien compris. Poirot, d'une voix d'une douceur presque fraternelle, conclut. Le crime du désespoir, mademoiselle, il ne cherche pas à tuer, il cherche à être entendu. Et tout à coup, le silence reprit ses droits dans la pièce, plus lourd encore. Je fus le premier à interroger, d'un regard perplexe, le choix étrange de son accoutrement cette nuit-là. Mais Poirot, déjà, avait deviné ce que mon esprit, plus lent, ne faisait qu'effleurer. « Ce soir-là, dit-il en croisant les bras, vous n'êtes pas monté dans ce salon avec votre visage. Vous portiez autre chose, quelque chose d'emprunté. » Éliane acquiesça faiblement. L'habit de sœur Agnès. Il était rangé dans la malle, dans la buanderie. J'avais peur qu'on me reconnaisse, qu'on me voie. Elle inspira profondément, la honte perlant à chaque mot. Je voulais parler à Charles, mais pas en tant que moi, pas en tant que leur mensonge, en tant que... rien, juste une voix. Un frisson me traversa. Ce déguisement n'était pas celui d'un criminel, mais d'une âme en quête d'invisibilité. Poirot murmura alors, mais même caché sous le voile, le cœur, lui,
ne se déguise pas. Et c'est à cet instant que Minos, jusque-là immobile, leva la tête comme s'il sentait qu'on parlait de lui. Poirot s'inclina doucement, les yeux plissés de concentration. « Ce chat, dit-il, est l'ultime témoin, le seul à avoir vu sans juger. » Il se tourna vers Éliane. « Vous avez changé d'apparence. Vous avez cru pouvoir tromper les regards humains. Mais Minos, lui, a vu une silhouette étrangère. Il vous a senti, sans vous reconnaître. Je compris enfin ce qui m'avait échappé dans le comportement du félin ce soir-là. Son indifférence n'était pas naturelle, c'était une confusion. Il n'a pas fui, poursuivit Poirot, car votre odeur lui était familière. Mais il n'a pas miaulé non plus, comme il le faisait d'habitude avec vous. Le voile, le pas, l'attitude, vous étiez la même, et pourtant, autre. Il conclut, presque pour lui-même. Et parfois, c'est un simple chat qui comprend que l'amour aussi peut se déguiser. L'amour, reprit Poirot d'un ton grave, est un sentiment noble, mais quand il est ignoré, nié, déformé, il devient son contraire. Il regarda Éliane, qui ne sanglotait plus, mais restait figée dans une posture douloureusement droite. Vous aimiez Charles, même sans le savoir. Il était votre modèle, votre pilier, et vous n'étiez pour lui qu'un poids de conscience, une responsabilité dissimulée. Elle ne répondit pas, mais ses yeux rougis trahirent une blessure plus ancienne que la nuit du crime. Ce n'est pas la haine qui vous a conduite là, mademoiselle. C'est l'amour. Un amour trahi, tordu par le silence, perverti par le mensonge. Je sentis, en moi-même, une étrange compassion naître pour cet enfant du secret. Et c'est peut-être, dit Poirot en se tournant vers l'inspecteur, ce qui rend ce crime si humain, trop humain. Le chat, à nouveau, s'était levé à ses pieds, comme s'il approuvait. Ce fut dans un silence presque sacré que Poirot, enfin, prit la parole une dernière fois. Chacun dans la pièce semblait retenir son souffle, suspendu à ces mots, à la manière dont il les choisissait, comme on choisit les pierres d'un pont fragile. « Messieurs, mesdames, ce que nous avons vu ici ce soir n'est pas un crime ordinaire. » Il laissa passer quelques secondes, puis poursuivit avec lenteur. « Ce n'est ni l'ambition, ni l'avidité, ni la vengeance qui ont armé cette main. C'est l'émotion, celle qu'on refoule, qu'on cache, qu'on travestit. L'émotion étouffée devient poison, et parfois, ce poison éclate. » Il s'inclina légèrement vers Éliane. « La justice fera son œuvre, comme elle le doit. Mais le cœur, lui, portera sa propre peine, plus discrète, et peut-être plus durable. » Je crois n'avoir jamais vu les yeux de Poirot aussi sombres. Et dans ce dernier regard, une question restait suspendue. Combien de crimes naissent simplement de ce qu'on n'a pas su dire à temps? Le gravier crissa doucement sous les roues du véhicule sombre, dont les vitres opaques dissimulaient le visage que nous avions tant vu pleurer la veille. Éliane ne dit rien. Elle ne cria pas, ne résista pas. Elle monta simplement, guidée par un infirmier vêtu de gris pâle, comme on traverse un rêve auquel on ne croit plus. Je me tenais à l'écart, le cœur lourd. Poirot, les bras croisés, fixait le sol d'un air grave. Il ne prononça pas un mot non plus. Ce n'était ni l'heure des explications, ni celle des triomphes. « Elle n'est pas une criminelle au sens ordinaire du terme, » murmura-t-il enfin. Il fallait une institution, pas une prison. La voiture disparut au tournant de l'allée, avalée par les arbres, par le silence. Le regard d'Éliane, fugitivement visible, semblait ne s'accrocher à rien, pas même au passé. Je restai là un moment, immobile, comme si le temps lui-même hésitait à reprendre sa course. Et c'est à cet instant que je compris. Certaines vérités, une fois révélées, ne font pas de bruit.
Elle se pose comme une brume. Et le monde continue, mais jamais tout à fait de la même façon. Gabriel fit ses adieux sans cérémonie. Une simple valise à la main, un manteau sur l'épaule, et ce regard toujours un peu fuyant, qui ne croisait jamais vraiment le vôtre. « Ce manoir n'a jamais été à moi », dit-il en passant devant nous. Poirot inclina à peine la tête, tandis que moi, je cherchais une formule polie, mais il ne me laissa pas le temps. « Ce n'était qu'un décor, poursuivit-il, un théâtre pour les mensonges des autres, et moi, j'ai joué mon rôle, trop longtemps. » Il se détourna, marcha vers le portail ouvert, puis s'arrêta une dernière fois. Peut-être que partir, ce n'est pas fuir, c'est simplement cesser de faire semblant. Et sur ces mots, il disparut à son tour, avalé par la brume du matin. Ni haine, ni tristesse dans son pas. Seulement une fatigue ancienne et un homme qui tourne le dos non à une maison, mais à une illusion. Les deux femmes restèrent assises, l'une en face de l'autre, dans ce salon qui avait tant entendu et tant caché. Mathilde, droite, les mains sur les genoux, le regard voilé. Madeleine, plus souple, mais les épaules lourdes d'un silence qui n'avait plus d'alibi. Je les observais un instant de loin. Poirot, lui, ne les regardait pas. Il écoutait. « Nous ne savons même pas par où commencer », dit Madeleine d'une voix basse. « Peut-être par le jardin », répondit Mathilde. « Les rosiers ont été négligés. » Elles échangèrent un regard, qui n'avait rien d'hostile, mais qui portait tout le poids de ce qu'elles n'avaient jamais dit. Des années d'orgueil, de silence, de blessures feutrées. Et au centre, une enfant née de l'ombre. « Il y a trop de pièces vides ici, » murmura Madeleine. « Alors commençons par les habiter, » répondit Mathilde. Ce n'était pas une réconciliation, c'était une trêve, fragile, oui, mais réelle. Et dans cette maison trop grande, deux sœurs tentaient, enfin, de ne plus vivre côte à côte comme deux étrangères. Je descendis seul dans la bibliothèque, poussé par une envie étrange de solitude. Là, dans un coin, roulé en boule sur le vieux fauteuil de velours, Minos dormait paisiblement. Il n'avait pas bougé, comme s'il n'était jamais parti. Je restai un moment à l'observer, envieux presque, de cette indifférence feutrée que seuls les chats savent entretenir. Lui qui avait vu tant de choses, senti tant d'odeurs, reconnu des pas déguisés, était revenu à sa place, imperturbable. Je m'approchai, tendis la main. Il ouvrit un œil, lentement, sans alarme, puis referma doucement la paupière. Tout était à sa place, ou du moins, tout reprenait une forme de normalité. Le chat sur son fauteuil, le silence dans les couloirs, le mystère refermé. Et je me dis alors, peut-être que c'est cela, la justice. Non une vengeance, mais le retour à un ordre ancien, modifié, mais apaisé. Le crépitement du feu emplissait le salon comme un souffle ancien. Nous étions seuls, Poirot et moi, assis, chacun de notre côté de la cheminée. Une tasse de thé refroidissait lentement sur la table basse. Aucun de nous ne parlait. Je repensais aux jours passés, à cette enquête où tout avait semblé nous échapper, jusqu'au chat lui-même. Et maintenant, tout était clair, ou du moins dévoilé. « Vous saviez, dès le début ?» murmurai-je enfin. Je soupçonnais Hastings, mais soupçonner n'est pas prouver. Il fallait attendre que le silence lui-même parle. Je hochai la tête, sans comprendre tout à fait. Poirot fixa les flammes un long moment. « Ce n'est pas dans les cris que naît la vérité, » poursuivit-il. « C'est dans l'absence de bruit, l'attitude, le regard, le geste interrompu. » Il se leva, doucement, et ajouta « Le feu, Hastings, nous rappelle que toute chose finit par laisser une trace, même la plus discrète. » Je le suivis des yeux, tandis qu'il quittait la pièce, et je me surpris à murmurer. « Et parfois, cette trace, c'est un chat qui choisit où dormir. »
Le lendemain matin, Poirot et moi descendîmes une dernière fois dans le jardin. L'air était vif, chargé d'une humidité qui faisait luire chaque feuille. Le manoir s'éveillait lentement, comme s'il redécouvrait sa propre existence après une longue pause. Nous marchions sans but précis, chacun enfermé dans ses pensées. Puis, Poirot s'arrêta près du banc de pierre, là où quelques jours plus tôt, Eliane avait observé le ciel en silence. « Hastings, dit-il sans me regarder, savez-vous ce qui m'a mis sur la voie ?» Je haussai un sourcil. Le chat, bien sûr, mais pas seulement. Ce qui m'a frappé, c'est que chacun mentait, mais seul Minos, lui, était cohérent. Il a suivi des pas, refusé un contact, dormi là où l'émotion avait fui. Il s'accroupit lentement. Les animaux ne mentent pas, mon ami. Ils ne jouent pas un rôle. Ils observent, ils réagissent, ils ressentent ce que nous dissimulons. Ce chat-là, il avait tout vu, il avait tout su. Je m'approchai. Minos, encore une fois, était là, perché sur le muret, la queue immobile. Il est le témoin silencieux, celui qu'on oublie, parce qu'il ne parle pas. Et pourtant, il garde la mémoire, sans jamais juger. Poirot posa un doigt sur son menton. Peut-être que, dans certaines affaires, ce ne sont pas les mots qui comptent, mais ce qu'un être, muet, discret, choisit de ne pas oublier. Je ne répondis rien. Le vent soufflait doucement, et dans le regard tranquille du chat, je crus deviner un monde entier de vérités que nous ne verrions jamais. Le silence est revenu sur le manoir, mais il n'est plus le même. Il porte désormais les cicatrices d'un amour déformé par le secret. Et vous, auriez-vous percé la vérité derrière ce crime, né d'un cœur blessé, plutôt que d'un esprit criminel? Si cette histoire vous a touché, aimez-la, partagez-la avec ceux qui aiment réfléchir, et dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à la place d'Eliane, car parfois, ce ne sont pas les indices, mais les silences qui révèlent le plus.